Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sûr Sabiopod, un podcast qui traite et discute de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est sorti en 2017 sur la plateforme de streaming Netflix. Il s'agit de Out of Life. Alors, Out of Life est un film qui parle de l'environnement des startups. C'est un film qui a l'audace, d'une certaine manière, de parler, de traiter du phénomène des startups et de leurs différents environnements. Et d'une certaine manière, bien sûr, c'est pas aussi évident que ça si on regarde la presse, mais d'une certaine manière, des difficultés de faire du développement, d'avoir des deadlines et des contraintes ainsi que des responsabilités à titre personnel, mais aussi et surtout, bien sûr, aussi au titre des personnes qui sont employées dans la start-up en question. Donc c'est peut-être en ce sens que ce film a de l'intérêt, puisqu'il montre tout le dilemme d'être une personne créative, ou en tout cas brillante, dans un domaine particulier, et d'avoir à jouer les acrobates managers d'une structure commerciale en gestation. Donc si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous savez d'ores et déjà ce qu'il en est. C'est un film qui met en exergue un personnage principal en recherche d'absolution, on va dire au sens christique du terme. Donc d'une certaine manière, cette recherche d'absolution est quasi religieuse. Quasi religieuse parce que d'une certaine manière aussi, ce personnage cherche à être puni, tellement la culpabilité qui est la sienne est grande. Et finalement, ce n'est peut-être pas étonnant de voir ce type de comportement, ou en tout cas de biais psychologique, on dira, puisque nous vivons dans des économies où tout est fait pour minimiser la responsabilité des entrepreneurs. C'est donc par la porte de la fiction, d'une certaine manière, que l'on retrouve cette notion. Si tu joues avec le feu, attends-toi à te brûler. C'est une possibilité. Mais passons au vif du sujet. L'objectif de cette start-up, donc dans le film, est de mettre sur le marché une injection permettant de partir dans une réalité virtuelle calibrée sur vos demandes, à savoir, par exemple, un séjour de vacances, une formation de quelques heures, un voyage impromptu, etc. etc. Donc, on va dire de la formation au tourisme, il y a énormément il y a un éventail de solutions de formation jusqu'au tourisme qui vous est proposé, qui sont relativement étendues. L'avantage de ce principe, c'est que vous prenez une injection, ça dure quelques secondes, dans la vraie vie, dans le réel, dans l'expérience subjective que vous allez vivre, ça va durer quelques heures, voire quelques jours. Donc c'est une injection qui est biochimique, qui me fait penser d'une certaine manière, si je devais faire parallèle à une injection contrôlée de DMT permettant de choisir, mais la différence étant que vous choisissez la destination de l'hallucination que vous faites. Donc, d'une certaine manière, il faut être très très clair, c'est une technologie qui est très puissante, même si fictionnelle bien sûr. Faire des expériences de plusieurs heures en ne consommant que quelques secondes de votre temps, en effet, c'est carrément du rêve. Ça va être difficile de ne pas penser à certaines références, I Know Kung Fu, comme dans Matrix, ou plus loin encore, Total Recall, qui était une nouvelle de Philippe K. Dick, qui a été adaptée en film par Paul Verhoeven il y a 30 ans environ. Sans compter, et je tenais à l'indiquer, sans compter le remake de ce film, qui date de 2014, que personnellement j'apprécie, contrairement à la foule en ligne qui l'a jeté au pilori. C'est une autre histoire, peut-être que je la raconterai ou pas, on verra. Alors, ce qui est génial avec Out of Life, c'est que l'on a droit à une étude in situ de ce que peut être la vie, les problèmes, la renaissance, éventuellement la mort aussi, provisoire ou permanente, d'une start-up. Quelles sont les relations humaines, émotionnelles, financières, entre les différents partenaires, les rapports de force et les intentions des participants. Parce que je pense qu'en fait, ce qui fait l'essentiel de l'intérêt de ce film, c'est finalement les intentions des participants dans ce projet de start-up. L'héroïne du film, qui est a priori très compétente dans son domaine, ne peut pas tout faire, qui est le cas de tout le monde sur cette planète. Elle s'est donc associée à un profil business, un gars qui est chargé de trouver le financement. Et dans ce cas, on va dire à n'importe quel prix presque, puisque lui, son objectif, c'est de faire en sorte, puisqu'il a des parts dans la société, son objectif est de faire en sorte
que, quelles que soient les problématiques techniques, créatives que la développeuse en chef va rencontrer, lui, son objectif, c'est de trouver goutte que goutte le financement nécessaire pour maintenir et garantir l'activité de l'entreprise. Donc pour garantir tout simplement la survie financière, mais la survie tout court de l'entreprise. Et j'ai presque envie de dire, c'est difficile de ne pas le rajouter, et tant pis si l'entreprise en question, elle perd son âme au passage. Donc moi personnellement, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est effectivement cette tension qui existe entre l'activité professionnelle, entre le financement. C'est un des films, dans le fait de montrer cette tension qui existe, c'est un des films les plus satisfaisants, on va dire, que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et ça va... Alors pourquoi je dis que c'est un des films les plus satisfaisants, c'est parce que cette tension entre activité professionnelle et financement, elle est le sous-jacent, c'est la profondeur en fait de cette tension, elle est alimentée par un certain nombre de questionnements. Par exemple, doit-on trahir les intentions initiales du projet d'entreprise pour qu'elle continue à survivre? Je ne mens pas en disant que je pense que tout entrepreneur qui a démarré quelque chose, qui a démarré une activité, qui a démarré un projet et qui se retrouve dans les affres de la recherche de financement se rendra très vite compte que c'est une des questions essentielles entre les intentions initiales que vous avez et les intentions que l'on vous prête de la part d'investisseurs ou des gens qui vont vous écouter mais qui vont avoir d'autres intentions que celles que vous avez. Donc ils ne vont pas vous rencontrer à mi-chemin, mais qui vont essayer de tordre le cou à vos intentions premières, éventuellement. Ça aussi, ça existe, il faut le savoir. C'est important de le signaler, de l'indiquer, et c'est important de le comprendre. Ensuite, la deuxième question qui vient, puisque la première question que je vous ai indiquée, c'est les intentions initiales du projet d'entreprise. Enfin, doit-on trahir les intentions initiales du projet d'entreprise pour qu'elle continue à survivre? La deuxième question qui se pose, c'est les intentions initiales étaient-elles valides? Est-ce qu'elles étaient viables aussi dès le départ? Parce que ça aussi, c'est la question centrale. Si vous travaillez sur un projet d'entreprise avec des motivations, des envies, des intentions précises en termes d'activité, est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles sont valides, ces intentions-là d'activité? Et est-ce que c'est pas finalement du wishful thinking, comme diraient les anglo-saxons, hein, un petit rêve comme ça que vous avez, que vous voulez développer, mais qui finalement ne se base pas sur une analyse relativement solide d'une situation en particulier. Ça aussi, c'est important, à mon avis, de se poser la question, de savoir en quoi, comment, pourquoi vos intentions ont de la valeur et que, quel que soit ce que peut vous dire le voisin, ce que vous dire l'entrepreneur à côté, qui va essayer de dire continuez à discuter, c'est vous qui intérieurement n'avez pas nécessairement quoi que ce soit à dire, puisque vous connaissez le chemin que vous devez et que vous pouvez continuer, et que c'est ça le plus important, c'est qu'en tant qu'individu, vous savez que vous avez fait un travail sur vous-même, parce que c'est ça le plus important, c'est faire un travail sur soi-même pour comprendre qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui est valide en termes d'intention et en termes d'activité à mettre en place. Mais c'est des questions qui sont profondément importantes, et c'est aussi, et c'est vraiment l'aspect que j'ai apprécié dans ce film, c'est que on perçoit ces questionnements-là. Ils sont pas nécessairement, comment dire, au premier plan, puisqu'il y a une intrigue, etc., etc. Donc, je vais éviter de vous révéler tout ça, mais parce que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on sent bien que ces questions sont là, en arrière-plan, et qu'elles sont là en continu pendant tout le film. Donc je pense, comme vous l'aurez compris, et c'est bien sûr un avis purement personnel, que tout individu qui décide d'entreprendre doit réfléchir à ces sujets de manière assez pointue et doit avoir répondu à ces questions, notamment avant de se lancer, parce que les conséquences peuvent poindre sans coup férir, et surtout sans les avoir anticipées. C'est ça le point essentiel, c'est-à-dire se poser un ensemble de questions, prendre le temps d'y répondre, que ce soit cérébralement, ou que ce soit par écrit, par le système on fait des listes, on se pose des questions, on essaye d'y répondre, mais c'est important, parce que c'est en ça que ce film Out of Life a de la valeur, c'est que c'est exactement ce qui se produit dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a des tiraillements qui se produisent entre la créativité, entre les exigences du travail à fournir et du marché à servir, sans compter les investisseurs à rassurer. Et tout cela montre clairement la précarité, et j'insiste sur le mot,
de situation de ces entrepreneurs qui mettent tout, absolument tout dans leur projet, en naviguant à vue, sans trop regarder dans le rétroviseur, ni faire de projections importantes au futur. D'une certaine manière, avoir la tête dans le guidon, comme on connaît tous l'expression. Donc le film démarre juste avant en fait le lancement produit. Donc vous avez un chronométrage qui est effectué, donc avec une deadline spécifique. L'ensemble de l'équipe sait très bien quel jour le lancement, à quel jour et à quelle heure le lancement doit être effectué. Et vous avez donc ce fameux compte à rebours qui s'effectue de temps à autre, systématiquement et qui est affiché un peu partout dans les lieux de travail. Ce qui montre d'ores et déjà qu'il y a une pression qui est assez forte dès le départ. Hein. Alors c'est ça aussi qui vaut la peine d'être évoqué, c'est que on se retrouve dans un endroit, dans un milieu qui est relativement jeune, avec des gens dont on voit qui sont qui c'est peut-être leur premier emploi, etc. Et on se rend compte immédiatement que au-delà de cette qualité de l'environnement, en termes de surface, c'est-à-dire tout a l'air relativement sympathique, les gens communiquent facilement, il n'y a pas de problème apparent, mais les tensions arrivent assez rapidement entre le manager qui doit trouver les investissements et la créatrice, la lead développeur, on va dire, sur le projet. Donc on se rend compte de suite qu'il y a des promesses qui ne peuvent pas être faites parce qu'elles sont tout à fait irréalistes. Alors bon, même si le projet en soi, c'est une fiction, c'est de la science-fiction, on va dire, c'est du futur proche, même si je pense que c'est pas nécessairement tout à fait réaliste comme type de produit. Mais on se rend très vite compte que bon, il y a des choses qui sont dites avec une réunion où des investisseurs sont là, qui sont censés les appâter mais qui ne sont pas nécessairement réalistes. On voit très bien que le manager essaye de vendre un tant soit peu, voire un peu trop, le produit qu'ils sont en train de développer et que nous avons une lead développeur qui, elle, considère qu'il faut faire quand même attention à ce que l'on dit et qu'il y a des choses que l'on peut dire pour la simple et bonne raison qu'on est capable de les faire et que d'autres, il vaut mieux éviter, il vaut mieux rester silencieux, quoi. Et c'est là aussi où on voit que, d'une certaine manière, il y a ce que vous voulez développer en tant que personne, ce que vous voulez faire, les idées que vous avez, ne vont pas nécessairement matcher les circuits d'investissement. Donc c'est ça aussi dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent être très très directifs quant à ce qu'ils veulent, quant à ce qu'ils veulent pas, quant à l'intérêt qu'ils voient dans... Et puis c'est pareil aussi. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est de faire très très attention à l'enthousiasme d'investisseurs. Un grand enthousiasme sur ce que vous faites, c'est-à-dire de suite quelqu'un qui vient en opération de séduction en étant là, waouh, ce que vous faites est absolument génial, blablabla, blablabla, et en rajouter des couches, et en rajouter des couches. Tout ça pour vous mettre dans une espèce de bain d'euphorie, voire de brouillard de guerre en fait aussi. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a peut-être une méthode pour se rapprocher du projet et voir s'accaparer les ressources. Parce que le problème d'un projet d'entreprise en tant que start-up, c'est que vous avez accès éventuellement à un certain nombre de ressources, les vôtres personnelles, vos compétences personnelles, mais aussi vous avez éventuellement donc déjà des premiers financements, donc vous avez un certain nombre de personnes avec qui vous travaillez et ces ressources sont aussi au courant du projet sur lequel vous travaillez. Plus elles ont de l'ancienneté sur le projet et plus elles sont au courant de ce que vous faites, ce qui est parfaitement logique, tout à fait normal et naturel, bien sûr. Mais un investisseur peut voir des ressources humaines et une start-up comme le début de quelque chose d'autre auquel lui, il a pensé, lui ou elle, peu importe, ils ont pensé et qui pourrait être dans leur intérêt, c'est-à-dire donc de vous faire bifurquer finalement du travail que vous avez effectué au départ pour vous faire travailler sur autre chose. Parce que ça, ils veulent le financer. Ce qui me fait penser d'ailleurs, il faut être aussi très très clair, parce que ça, je parle de Out of Life, qui est un film, mais si on parle de la réalité, il suffit juste de parler d'OpenAI, ok? OpenAI, qui est financé au départ par Elon Musk. Il n'y a pas de question du fait que j'apprécie ou que j'apprécie pas Elon Musk, c'est pas ça. C'est que la mission de base
d'OpenAI, c'est d'être une structure qui fait de la recherche et développement sur de l'intelligence artificielle et qui avait pour mission de base de faire en sorte que ce soit pour le bénéfice de tous et de l'humanité entière, et donc d'être open source, ce qui a été le cas jusqu'à un certain nombre de développements qui ont été faits. Je crois que la dernière version qui est open source, c'est GPT-3, le dernier modèle c'est GPT 3.5, et que ça s'est arrêté là. Et qu'à partir de là, ils ont décidé de multiplier les structures, d'accord, pour trouver du financement, et ils ont fermé les sources de ChatGPT pour les modèles suivants. Donc ça aussi, vous voyez, ça a de l'importance. C'est-à-dire que à partir du moment où des financements ont dû être trouvés, pour mettre en place des avancées et des innovations technologiques importantes, la mission initiale d'OpenAI est devenue différente de ce qui est devenue différente dans le sens où maintenant c'est une structure qui est là pour faire de l'argent, pour faire du profit et pour en faire bénéficier ses investisseurs. Donc ça a de l'importance. En tout cas pour moi, enfin je pense pas que pour moi, c'est-à-dire qu'il y a bien un décalage entre la mission initiale et la mission actuelle. Et que si vous écoutez leurs dirigeants, ils vont toujours vous dire qu'ils sont dans la mission initiale, sauf que c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est une manière de se défausser du problème. La mission initiale qui était de faire bénéficier l'intelligence artificielle pour l'ensemble de la population humaine est maintenant devenue une structure privée qui en fait bénéficier ses investisseurs. Vous voyez? Donc, bien comprendre ça. Alors, il est évident qu'au vu des sommes en jeu, etc., je veux dire, on peut comprendre pourquoi ce choix a été fait dans l'historique de la société, etc. On peut comprendre que Musk ait essayé d'avoir un peu plus de pouvoir, qu'il n'a pas réussi, donc il est parti. Et puis voilà, tout ça, on peut le comprendre. Mais ça vaut la peine de répéter que ce soit dans la fiction ou dans le réel, en fait, le problème est un cas pratique extraordinairement concret. Hein, c'est-à-dire que faites attention à ce que vous voulez faire et faites encore plus attention à la manière dont quelques investisseurs que ce soit va vouloir s'investir justement dans votre projet. Parce que si c'est pour le faire sortir de ce que vous voulez faire initialement, alors soit vous n'avez pas suffisamment réfléchi et dans ce cas ce que vous voulez faire relativement superficiel, et dans ce cas-là, ma foi, vous naviguez à vue, la tête dans le guidon, et dans ce cas-là, si vous avez un capitaine qui vous dit le vent il est par là, vous pouvez suivre et vous allez éventuellement suivre, soit c'est vous qui maintenez le cap parce que vous savez ce que vous voulez faire, comment, pourquoi, de quelle manière, et en quoi ça a de l'importance, et dans ce cas-là, il faut le maintenir le cap, quelles que soient les personnes qui viennent vouloir se greffer au projet en question. Donc ça, à mon avis, c'était extrêmement porteur dans le film, parce qu'on voit bien toutes ces tensions-là, on voit bien tout ce maelstrom de communication, de non-dits, de pensées qui se retiennent, de sous-textes, etc., qui font que ça crée une situation de plus en plus explosive. C'est donc ça que l'on observe, une succession de crises, les unes après, donc successives, les unes après les autres, une start-up qui démarre, qui a son activité, qui est en place, avec un compte à rebours pour la sortie de son produit phare. Et on se rend compte que cette succession de crises, parce que l'exigence du présent, des tâches à effectuer, accapare tout le temps de cerveau, comme bien sûr l'indique l'expression consacrée, ce que l'on voit apparaître en tout cas, ce sont que les tempéraments, c'est clair, sont très différents pendant ces difficultés, la manière dont les gens se comportent en étant avec beaucoup de stress et sous pression est très différente. Les défauts finalement se découvrent à nu. Hein. Vous avez le manque de sommeil bien sûr qui n'arrange rien. Vous avez le manager qui devient de plus en plus tyrannique. Vous avez la lead développeur qui devient de plus en plus étourdie. Et hélas, patatras, en effet la faute professionnelle lourde est consommée avec de possibles ramifications pénales. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que la notion de responsabilité, selon la nature du projet bien sûr, parce que ça dépend en effet de ce que vous faites, mais il faut quand même noter que la responsabilité pénale des dirigeants est engagée et de la société aussi. Donc les conflits latents qui étaient là dès le départ entre les motivations des différents individus
Les conflits entre partenaires sont de plus en plus clairs, sont de plus en plus limpides, on les comprend de mieux en mieux. Et on se retrouve donc dans un jeu à somme carrément nul, où chacun des protagonistes essaye de se défausser de ses responsabilités réelles jusqu'à ce que chacun d'entre eux finisse par payer le prix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce sens-là, cela ne fait pas semblant, parce qu'ils payent tous, d'une certaine manière, les fautes qui ont été commises. Alors je ne veux pas trop rentrer dans, comme je l'ai dit dans ce podcast à chaque fois, je ne veux pas trop rentrer dans l'intrigue et j'essaierai de garder, je dirais, un certain nombre d'éléments secrets le plus longtemps possible. En tout cas, de ne pas trop en dire parce que je pense pas que ça vaille la peine. Mais c'est difficile de ne pas se rendre compte que si on reprend le pitch presque initial de ce film, qui est une start-up qui crée un produit biochimique permettant d'avoir accès à une réalité virtuelle qui va durer de manière subjective, qui va durer quelques heures, alors que finalement, vous n'étiez dans l'expérience, dans le réel, que pendant quelques secondes. Il est évident que si vous faites ça, si vous faites ce type de produit, et si vous poussez d'ailleurs le produit jusqu'au bout, vous pouvez créer des choses absolument atroces. C'est-à-dire, vous n'êtes pas nécessairement obligé de créer une visite touristique. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de créer un certain nombre de cours qui vous donnent accès à plus de connaissances. Vous pouvez créer le pire, c'est-à-dire vous pouvez créer le meilleur, et on se retrouve toujours dans cet équilibre instable qui est que la technologie n'est pas quelque chose de neutre. Ça dépend des intentions derrière qui permettent de la développer, qui permettent de créer quelque chose et qui permettent de l'utiliser d'une manière positive ou pas. Donc ça aussi c'était très valable, je pense, comme point de vue, et c'est-à-dire que les enjeux sont de plus en plus importants puisqu'il y a des responsabilités pénales qui sont engagées, puisque donc les personnages en question doivent faire face à la situation, et vous avez des gens qui finalement sont poussés dans leur dernier retranchement et vont commencer à essayer de manipuler la situation à leur profit plutôt qu'à d'autres. Et donc les conflits vont tourner à l'aigre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le paradoxe, c'est ça aussi qui est toujours bien de contrebalancer, et je pense que c'est tout à fait valable pour ce qui se passe dans la vie réelle, c'est que tout cela commence de manière très sympathique, hein. C'est une ambiance relativement cool. Vous avez donc, comme je le disais précédemment, des jeunes gens qui travaillent sur des choses qui les passionnent, qui les intéressent, donc ils sont très motivés. Mais comme dans toute entreprise, vous avez des côtés claniques qui commencent à émerger. Donc vous avez des allégeances qui se forment, qu'on le veuille ou pas, hein, et vous avez hélas aussi des ennemis qui finissent par se déclarer sans que vous le sachiez nécessairement. Donc vous savez, il y a ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans une structure où vous avez des gens qui sont employés, mais comme les allégeances sont séparées parce que l'être humain est fait de cette manière-là, vous avez des trahisons qui peuvent être effectuées, même vis-à-vis des personnes qui sont en charge du projet, qui sont en charge intellectuellement du projet, donc pratiquement en termes de programmation, etc., etc. Et c'est à ça aussi que je veux en venir, c'est que dans ce film, on comprend très bien que l'apparente sympathie qui se dégage des milieux start-upers est très souvent, pas toujours, mais très souvent une illusion d'optique qui est mise en place pour éventuellement tromper des ressources humaines potentielles, dont le temps de cerveau, aussi génial soit-il, est à louer, en tout cas à disposition. La plupart du temps, que ce soit à titre individuel ou via de la sous-traitance. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, à mon avis, dès lors que l'on a un tant soit peu observé ces milieux-là. Et ce film retranscrit cet aspect-là, je pense très très bien. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître, comment dire, enfin, c'est pas nécessairement un jugement de valeur sur les milieux start-upers, hein. Il ne faut pas se méprendre de ce que je dis. Je dis que c'est dans les cartes de ce type d'environnement, ce qui ne veut pas dire que tous les projets fonctionnent de cette manière-là non plus. Vous pouvez réellement vous trouver dans un milieu très sympathique, réellement. Mais les enjeux de la start-up que vous créez, ce sont vos propres enjeux, ne jamais l'oublier. Et que donc, aussi sympathique que le milieu puisse être, si vous n'arrivez pas à matcher
votre activité professionnelle avec des investisseurs qui voient très bien ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire et qui comprennent la pertinence de votre démarche sans avoir des arrière-pensées pas nécessairement en accord avec vos propres besoins. Vous avez des gens qui jouent le jeu à court terme et d'autres qui le jouent à très long terme parce que éventuellement ils vont tenir la bourse. Toujours comprendre, je pense, ces aspects-là. Parce que si vous les comprenez pas, vous prenez simplement le risque de vous faire manger, quoi, tout simplement par le système tel qu'il est mis en place. Bien sûr, autre chose qu'il faut indiquer concernant le fait de trouver du financement et de l'investissement, c'est que dans le sens par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a forcément une traîtrise, surtout si l'accès des financements s'avère compliqué, ou si la multiplicité des conditions d'accès empêche finalement l'initiative individuelle, qui pourrait être profitable pour l'individu et par extension pour la société. Mais vous n'êtes pas le donneur d'ordre si vous n'avez pas les finances, vous comprenez? Donc on est toujours dans ce système qui voudrait nous faire croire que c'est le donneur d'ordre, c'est celui qui a l'espèce sonnante et trébuchante qui va donner les ordres. Mais attention, c'est-à-dire que ce que moi aussi je veux dire justement aux start-upers, c'est que si vos intentions, vous comprenez qu'elles sont valides, si vos intentions, votre motivation et votre projet est suffisamment intellectuellement, pratiquement solide, c'est plus important de croire dans ce que vous faites que de s'attarder sur les premières sirènes d'investisseurs qui ne vont pas aller jusqu'au bout ou qui vont essayer de vous détourner de votre mission. C'est aussi ça que je suis en train de dire et c'est aussi dans ce sens-là qu'il peut y avoir traîtrise. Et soyons très honnêtes, hein, c'est pas rare. C'est soit on vous donne pas accès parce que vous allez mettre en place un système qui va concurrencer éventuellement quelqu'un de très gros. C'est une possibilité, il faut en avoir conscience aussi. Donc on va pas vous donner les financements dans ces cas-là. Soit ce que vous faites est tellement intéressant qu'un investisseur va voir l'intérêt, mais va essayer, comme je l'ai dit, de détourner bien sûr les ressources en question, les compétences en question pour quelque chose d'approchant, mais qui n'est pas tout à fait ce que vous aviez en tête. Voilà. Et ça, dans ce sens-là, c'est important. Et je pense que par contre, pour le coup, dans nos sociétés occidentales, c'est un vrai problème qu'il n'y ait pas une vraie capacité d'entente entre des start-upers, quelle que soit la nature de leur projet. S'ils ne sont pas valides, ils ne sont pas valides, donc la question ne se pose pas. Mais s'ils le sont, si c'est que du rêve humide, j'ai été coupable de ça, hein. Il m'est arrivé d'avoir de très bons raisonnements sur un business plan, par exemple, et je parle de ça il y a plus de 20 ans, mais étant donné les conditions du marché à l'époque, sur le business plan que j'avais mis en place, c'était du rêve absolu. Et si j'avais trouvé un investisseur, j'en ai trouvé un, mais qui m'a demandé de travailler sur un projet, d'accord, qu'il avait en tête, qu'il voulait, parce que lui-même avait le financement. Alors c'était très proche de ce que je voulais faire, mais il y avait des choses qui étaient sensiblement différentes. C'est-à-dire c'était pas, enfin, là je parle dans le jeu vidéo, c'était pas sur la même plateforme, ou sur les plateformes sur lesquelles j'avais travaillé précédemment, donc il a fallu se former sur les plateformes sur lesquelles il voulait que l'on travaille, etc., sans rentrer dans les détails. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que quand vous avez ce type de discussion, alors l'avantage c'est que je suis à un âge maintenant, comme j'ai passé la cinquantaine, c'est que, je veux dire, quel que soit le projet sur lequel je vais travailler, je vais voir de quelle manière ça peut s'accrocher à la réalité, mais au-delà de s'accrocher à la réalité, parce qu'il ne faut pas tant s'y raccrocher que d'être dedans, c'est quels sont les obstacles. Et parfois, la seule manière de connaître les obstacles, c'est de s'y confronter. C'est-à-dire que si vous n'y êtes pas confronté, si vous n'allez pas chercher de financement à X ou Y moment, et que vous comprenez que vous êtes dans un système qui ne tient pas à vous financer, il y a des gens qui sont là juste pour la ligne d'arrivée du succès, mais que pour toute la course précédente qui est un marathon, il n'y avait personne, ou pas beaucoup de monde. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc c'est pas toujours très évident. Il y a aussi comme thématique plutôt évidente un avertissement concernant la réalité virtuelle. Alors c'est bien sûr un avertissement qui est partagé par d'autres œuvres, hein. Comme je le disais précédemment, Total Recall étant une des premières œuvres audiovisuelles à le faire, Matrix également, est là pour nous le rappeler. Mais plus près de nous, tenez à rappeler un certain nombre d'épisodes d'une série télé dont je pense que de toute manière, tôt ou tard, j'avais bien entendu parler en termes de podcast. Il s'agit de Black Mirror. Très difficile de ne pas en parler, puisque la saison 3 de Black Mirror
est quasiment entièrement dédié à ces notions de réalité virtuelle. À part un ou deux épisodes, je pense, qui parlent de réseaux sociaux. Mais sinon, toute la saison 3, ça concerne, pour beaucoup, pour l'essentiel, la réalité virtuelle. Et vous avez, je pense, un épisode qui se rapproche le plus de ce film Out of Life, dans la saison 4, qui est le premier épisode de la saison 4, qui est USS Callister, où on est dans une structure de développement de jeux vidéo, et vous avez un des dirigeants qui a littéralement pété un câble, on va dire, en matière de réalité virtuelle. C'était important de le noter parce que ce sont des choses qui sont assez... c'est-à-dire, c'est aussi un des aspects, tiens d'ailleurs, qui est dans Out of Life, à savoir, vous avez votre projet d'entreprise a une mission dès le départ, à savoir effectuer, donc avoir une mission claire, avoir des objectifs clairs quant à ce que vous faites, ce que vous produisez, quels sont les services que vous proposez. Et dans les deux cas, comme dans l'épisode de Black Mirror, USS Callister, et dans Out of Life, vous avez un individu, et hélas dans ce cas c'est la lead développeur dans Out of Life, qui est remarqué dans USS Callister aussi, qui décide en fait de détourner la mission initiale du projet pour des motivations qui sont purement personnelles. Donc ça aussi c'est bien indiqué, et que le problème c'est que à partir du moment où vous constituez une personne morale qui est donc une société, et que vous décidez de mettre en place une activité, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre de choses, ou en tout cas ça doit être extraordinairement, extrêmement mineur, ça ne doit pas devenir quelque chose de très ambitieux, puisque finalement vous faites quelque chose qui va au-delà de la mission qui est indiquée dans la création de la société. Et ça aussi, c'était important de voir que le détournement, pas de fond, je précise, mais le détournement de l'activité qui est similaire dans les deux cas, mais pour des objectifs différents, dans les deux cas, dans Black Mirror, ISS Callister et dans Out of Life, c'est ce qui finit par détruire, d'une certaine manière, notamment dans Out of Life, finit par détruire les personnages en question. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte des conséquences que cela pouvait engendrer. Donc ça aussi c'était très intéressant, et surtout de voir qu'on parle de réalité virtuelle. Donc alors pour une c'est biochimique, et pour l'autre c'est purement avec des implants et des circuits et des implants qui sont dans le corps humain et qui permettent d'avoir accès à la réalité virtuelle de cette manière-là. Mais c'était important de le noter parce que détourner une activité sans nécessairement détourner les fonds peut aussi avoir, surtout si l'activité en question est relativement importante, et importante dans le sens où elle peut avoir des conséquences sur la vie des autres êtres humains autour de vous, ça vaut la peine de se poser la question de ce que l'on fait avant de commencer à le faire. Enfin, il était aussi impossible de ne pas citer donc un de mes auteurs préférés, bien sûr, que j'ai d'ores et déjà cité, que je continuerai, c'est certain, il s'agit de Banks, dans le cycle de la culture qu'il a écrit, donc qui est une forme de civilisation où vous avez une symbiose entre les êtres humains, des drones et des intelligences artificielles qui s'appellent des minds, des esprits. Dans cette série, dans le 8e livre, Surface Detail, vous avez donc un producteur, développeur de jeux vidéo qui finit par développer des prisons virtuelles pour réduire les coûts d'emprisonnement réels. Donc voilà, ça aussi je tenais, c'est pas un spoiler de quelque manière que ce soit, mais dans Out of Life, on a une prévisualisation de cet aspect-là, de ces éléments-là, de quelle manière cela peut prendre forme, et qu'est-ce qui serait susceptible de motiver la création de ce type de prison virtuelle. Donc il me semblait, je pense, judicieux et pertinent de l'indiquer, que ce type de développement, aussi rationnel soit-il, faut quand même être clair, me semble préjudiciable à l'encontre des droits de l'homme, ok ? Sans vouloir être un droit de l'homiste, je veux dire, à un moment donné, si vous mettez quelqu'un dans une prison virtuelle perpétuelle, c'est quand même assez atroce. Et bien sûr, en espérant que ces films-là, ces bouquins ne deviennent pas une source d'inspiration, justement, hein, au vu de l'ambiance coup zéro dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je pense que ça vaudrait la peine
de s'imposer un certain nombre de limites. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez eu un petit aperçu de ce film et des référentiels auxquels j'ai pu faire appel concernant le film en question. Je pense que c'est pour des start-upers entre les épisodes de Black Mirror, notamment USS Callister, et celui-ci Out of Life et ce film, sorti en 2017. Ça permet ça me permet aussi, faut être très très honnête, de poser un certain nombre d'idées, de poser un certain nombre de réflexions sur les milieux, les milieux, parce qu'il y en a différents types, milieux start-upers, et de comprendre que on n'est pas dans une bulle rose de développement qui n'a pas d'ouverture sur le monde. Et dans ce sens-là, il faut être conscient que les enjeux capitalistiques, soyons très très clairs, puisque nous vivons dans des sociétés de ce type, ont toute leur place et que il faut avoir aussi un mental d'acier pour être en mesure de résister à certaines tentations qui ne sont pas nécessairement dans votre intérêt personnel ou dans l'intérêt des projets sur lesquels vous avez sué sang et eau. Voilà, donc je vous dis certainement à très très bientôt. J'espère que vous avez eu une bonne écoute et que vous avez pu en retenir quelque chose. Et je vous dis à la prochaine fois, à très bientôt. Au revoir.